Bienvenue sur Content Centric, le podcast où nous explorons les stratégies, les formats et les créateurs de contenu qui façonnent la communication de marque aujourd'hui. Je suis Nicolas Huberman, le fondateur de Story for Brands, une agence éditoriale de contenu. Tous les 15 jours, je vous invite à plonger dans le monde merveilleux des contenus de marque. Dans chaque épisode, nous allons décrypter comment les marques et les entreprises peuvent gagner la bataille de l'attention en créant des histoires captivantes et en utilisant des formats toujours plus innovants. Que vous soyez un professionnel du marketing, un créateur de contenu, simplement curieux de découvrir les coulisses de la communication de marque, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, informé et prêt à transformer votre approche du contenu de marque. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Content Centric. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Delhommel, qui est le fondateur, cofondateur et directeur général de Réel Média. Bonjour Nicolas. Bonjour. Arnaud a travaillé pendant une quinzaine d'années dans la production de reportages et de documentaires pour la télévision. Il est associé dans la société de production Ligne de Front aux côtés de Bernard de la Villardière, avec qui il a lancé le média Réel Média en mars 2022. Réel Média, c'est près d'1 million d'abonnés en plus de 18 mois sur les réseaux sociaux. Le concept, il est assez simple. C'est un pure player vidéo, généraliste, qui traite aussi bien d'actualité et de sujets liés à l'engagement, aux nouveaux modes de vie et à l'innovation. Je voulais vraiment inviter Arnaud dans ce podcast pour qu'il nous partage son parcours, sa vision du contenu de marque, les formats pertinents en vidéo et surtout comprendre comment le brand content peut aider les entreprises à gagner la bataille de l'attention. Alors voilà, sans plus attendre, on va commencer notre discussion que j'espère passionnante. Il y a beaucoup de choses à dire. Pas sur moi, mais sur les contenus en général. Écoute, Arnaud, merci beaucoup d'être avec merci à toi. Nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement sur qui tu es ? Rapidement, j'ai 40 ans. Effectivement, je travaille avec Bernard de la Villardière depuis une vingtaine d'années maintenant. D'abord dans Ligne de Front, qui est une société de production indépendante, mais qui est un des principaux fournisseurs de reportages et documentaires pour la chaîne M6. On travaille pour d'autres chaînes de télévision. On a fait par le passé des films corporate. On avait essayé avec Bernard de produire les premiers brand content il y a plus d'une dizaine d'années déjà. Je me rappelle d'une émission, on avait un site qui s'appelait lesinfos.com et avec ce site qui avait été transformé en agence de production de contenu, on avait une émission présentée par Mazarine Pinjot dans un café Starbucks et on recevait chaque semaine une personnalité qui venait nous raconter son parcours de son enfance à la personnalité qu'elle est aujourd'hui, les différentes étapes de sa vie, les up and down. Et donc tout ça c'était en partenariat avec Starbucks, c'était diffusé sur Dailymotion et puis en partenariat aussi avec aufeminin.com. Donc tu vois, le brand content on a essayé, assez tôt. Ouais. Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant d'avoir lancé Réel Média ? Alors mon parcours, donc chez Ligne de Front, j'étais rédacteur en chef de sujets d'investigation essentiellement. Je suis associé dans Ligne de Front. Et puis, en 2020, avec Bernard et d'autres associés, on a lancé un premier média digital qui s'appelle le Néo, un média des territoires. Et on a cédé nos participations en 2022 pour justement lancer Réel Média. Donc, on avait une première expérience dans le digital, une belle expérience, parce que Néo était, et est toujours d'ailleurs un média qui connaît un fort succès. Et Réel Média, qui est un média un peu plus généraliste, avec, à la différence des autres médias généralistes, c'est peut-être le ton qu'on emploie. On est toujours à hauteur de femmes et d'hommes et on met en avant toutes les personnes qui apportent des solutions au niveau de l'entreprise, de la société en général, des associations, des ONG qui s'engagent ou qui innovent dans un monde qui est traversé par des crises et qui fait face à de nombreux défis à relever. Voilà, donc il y a une petite touche d'optimisme. On fait beaucoup de reportages, beaucoup de témoignages. On produit une vingtaine de sujets chaque semaine. Et effectivement, 1 million d'abonnés au bout de 18 mois, c'est une belle réussite. Et puis, des grandes marques qui nous font confiance dans différents secteurs. Donc, ça, on va l'aborder après. Comment tu as atterri comme ça dans l'univers des médias ? Un peu par hasard, pour tout te dire. J'ai grandi dans le Vaucluse. Et pour faire mes études, je suis venu à Paris.
J'ai fait des études de droit et pendant mes études, je travaillais à la télévision de la fac parce que j'ai toujours été passionné par l'univers de la radio. D'abord, je voulais travailler dans la radio et puis dans la télévision. Et donc, j'ai commencé ce petit démarrage dans une chaîne amateur. Et en cherchant des stages, j'avais beaucoup de mal à trouver des stages, pas de réseau évidemment, donc c'était des envois de mails, de courriers. Et une personne qui m'a répondu à l'époque, je me rappelle, c'est Frédéric Ferrer, qui était animateur de la matinale de RFM, qui m'avait invité à venir le rencontrer à la suite de la matinale. On avait eu le temps de discuter, etc. J'ai pris quelques conseils. Et à cette époque-là, il présentait 2 fois par semaine du téléachat sur M6. Et il m'avait ensuite, il m'avait ensuite invité sur le plateau pour que je découvre les coulisses du plateau. Et quelques temps après, il a lancé un pilote d'émission qui était en mix entre le téléachat et puis de l'interview de personnalités. Le pilote a été tourné. J'ai fait partie de ce pilote. Il m'a proposé d'être chroniqueur sur ce pilote. Et puis l'émission n'a pas vu le jour. Et puis, par contre, j'ai été repéré par des gens de M6 Boutique pour présenter des émissions. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. Et puis après, je me suis reconverti dans la création de programmes. Donc je travaillais un peu avec différentes sociétés, notamment en Belgique, en France. J'ai développé un pilote de jeu. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré Bernard par des connaissances qui cherchait à cette époque quelqu'un pour présenter un film institutionnel pour l'armée de terre, un film de recrutement pour l'armée de terre. Et donc j'ai présenté ce film qui a tourné pendant des années dans les centres de recrutement de l'armée de terre et qui avait pour vocation de présenter les différents métiers, mais avec un côté journaliste. Donc on faisait découvrir à la fois l'artillerie, les chars, la cavalerie, mais aussi un hôpital de campagne. Voilà, donc c'était un peu pour mettre en avant les différents métiers. C'était déjà du brand content. Donc c'était déjà une sorte de brand content, sauf que la diffusion, là, pour le coup, était uniquement dédiée au centre de recrutement de l'armée de terre, mais c'était un plaisir, parce que j'ai découvert un univers formidable. Et puis je suis resté chez Bernard, et puis petit à petit, je me suis mis à faire des voix off, à tourner, et j'ai repris ce fameux site lesinfos.com. On a lancé cette émission avec Mazarine. Et ensuite, je me suis vraiment reconverti dans le reportage avec une formation professionnelle au CFPJ. D'accord. Donc, ouais, plus dans le journalisme. Ouais. Mais j'ai beaucoup appris sur le terrain. Voilà, j'ai pas fait une école de journalisme traditionnelle, j'ai pas fait Sciences Po. Je suis vraiment quelqu'un du terrain et je pense qu'on apprend aussi beaucoup sur le terrain, évidemment, parce que en manipulant le matériel technique, on demande aujourd'hui de plus en plus d'ailleurs aux journalistes de savoir un peu tout faire, de savoir tourner, de savoir monter, enquêter, raconter. C'est difficile, on le voit qu'à la télé, il y a encore des moyens, on envoie des reporters avec des caméramans, mais il y a aussi de plus en plus de réalisateurs qui partent tout seuls sur le terrain, et ça, chapeau, parce que ils font tout. Ils font tout, et donc ils font l'enquête. Alors évidemment, ils sont accompagnés par une équipe de production qui les encadre au démarrage, des rédacteurs en chef, une chaîne qui donne son avis, mais le journalisme est un métier en pleine mutation, en tout cas le journalisme qui n'est pas écrit, le journalisme vidéo, parce que tout simplement, on n'a pas forcément le budget pour envoyer des équipes comme avant, composé d'un preneur de son, d'un caméraman, d'un réalisateur, peut-être un fixeur sur place à l'étranger. Et puis il y en a qui aiment bien partir tout seul parce que ça crée une relation particulière avec le personnage qu'ils suivent. Voilà. Et on va rentrer un peu sur Real Media. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ce nouveau média ? Ouais. Et c'est quoi sa mission principale ? Alors, Real Media, c'est un média donc généraliste, à impact. À impact, pourquoi ? Parce que dans les sujets qu'on diffuse, il y en a un certain nombre qui ont un impact sur la population, soit parce qu'on a filmé des personnes qui étaient en détresse et les internautes se sont mobilisés, ont réussi à monter des cagnottes, à lever parfois beaucoup d'argent. Je me rappelle de Firouzé, qui est une personne qui a quitté son boulot de comptable pour monter un refuge pour animaux. Elle s'est retrouvée endettée. On a été mis au courant de son histoire, on allait la tourner, on a diffusé son sujet. Elle a réussi à lever 80 ou 100 000 euros la semaine qui a suivi la diffusion du reportage. Donc la force et la puissance des réseaux sociaux et la mobilisation généreuse des internautes a permis de donner à Firouzé un petit bol d'air, renégocier avec sa banque un échéancier et pouvoir sauver son refuge pour animaux. Donc on a envie effectivement de montrer des choses qui touchent les gens, de faire engager les internautes, pas seulement dans les commentaires, dans les likes, mais aussi parfois de pouvoir se mobiliser pour sauver quelqu'un. Alors après, c'est généraliste, donc on traite aussi évidemment d'actualité, mais je dirais que la plupart des sujets magazines qu'on tourne sont des sujets liés à l'innovation, l'engagement ou les nouveaux modes de vie, et on voit que ça fonctionne très bien. On a diffusé récemment un sujet sur
sur quelqu'un à Boulogne-Billancourt qui a un appartement dans lequel il passe 4 mois et il vit vraiment de façon minimaliste. Donc c'est l'appartement de 2040, l'appartement du futur. Il nous explique comment on peut récupérer de l'eau, comment on la recycle, comment on se nourrit également. Et c'est une vidéo qui a été vue, je sais pas, peut-être 6 ou 7 millions de fois en 48 heures. Donc ça intéresse les gens. Voilà. On est encore une fois dans un monde en pleine mutation. Et tous ces sujets qui sont surprenants, notre slogan d'ailleurs, notre signature, c'est « Laissez-vous surprendre par le réel ». C'est montrer un petit peu cette société en pleine mutation. D'accord, c'est très porté sur l'humain, oui. Sur le positif aussi. Oui, alors l'humain, pourquoi ? Parce que nous, avec Bernard, on vient de la télévision et notamment de l'école M6. Et l'école M6, c'est de pouvoir tourner à hauteur de femmes et d'hommes, raconter des histoires qui sont poignantes, filmer sur le terrain, en immersion, être au plus proche des personnages. Ça s'appelle Réel, notre média, pas pour rien, parce qu'on veut être au plus proche de la réalité, de ce que vivent les gens, qui n'est pas une réalité forcément parisianiste, c'est une réalité, il y a des tas de réalités en France, la réalité est complexe, il y a de nombreuses réalités. Et donc, on veut mettre en avant tous ces Françaises et tous ces Français qui vivent, qui construisent à leur manière un bout de chemin pour le monde de demain. Et comment vous arrivez à vous différencier, voire vous distinguer par rapport aux autres nouveaux médias digitaux qui se sont lancés avant vous et qui se lancent après vous? Alors déjà, on regarde évidemment bien sûr ce que fait la concurrence, on s'inspire, on a parmi nos concurrents, si j'ose dire, on est tout petit par rapport à eux, mais Brut qui a fait un travail formidable, alors qui a levé beaucoup d'argent pour pouvoir en arriver là, mais qui a fait un travail formidable parce que c'est le média qui a popularisé la vidéo sur les réseaux sociaux. On n'est pas tout à fait Brut, je dirais qu'ils sont ils sont très portés sur l'info, évidemment. Nous, on est un peu plus sur le reportage optimiste, j'allais dire. Combini, c'est de l'entertainment. Loopsider, c'est encore autre chose. Néo, c'est le média des territoires. On a tous notre identité, on est tous complémentaires. Je pense qu'il y a encore de la place. Après, on a vu émerger un certain nombre de nouveaux médias. Je pense à Mesdames Média, qui connaît une belle ascension aussi sur les réseaux sociaux et qui a un public défini pour le coup. C'est un média plus thématique qui s'adresse aux femmes de plus de 50 ans. Et je pense qu'on a encore plein de choses à construire parce que la consommation des Français sur les réseaux sociaux ne cesse de croître. Il y a des budgets aussi qui accompagnent, il y a des budgets qui sont reconvertis, qui passent de certains médias à d'autres. Donc il y a encore de la place, il y a encore des choses à faire. Et puis sur les réseaux sociaux, on a effectivement la majeure partie des Français. C'est super intéressant ce que tu dis sur le fait qu'il y a encore de la place parce qu'il y a aussi plein de verticales qui ne sont pas forcément aujourd'hui bien traitées. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a vraiment poussé avec ton équipe à adopter cette ligne éditoriale ? On a beaucoup réfléchi avant de lancer Réel. On a consulté notamment des gens qui travaillent en agence. On a pris le pouls auprès de marques pour savoir ce qu'elles attendaient. Notre première signature, c'est « Nous sommes tous acteurs du changement » qu'on a changé l'année dernière pour « Laissez-vous surprendre par le réel » qui est un petit peu plus large et peut-être un peu moins... donneur de leçons, parce qu'on ne veut surtout pas être donneur de leçons. Mais parmi les premiers partenaires qui nous ont fait confiance, et le premier partenaire, c'était l'Occitane en Provence, et on a discuté avec la marque de ces enjeux de communication, notamment pour nous accompagner dès le lancement. Et l'Occitane en Provence a été adorable. C'est des équipes qui nous ont fait confiance dès le début. On a demandé un petit peu le support qu'elle souhaitait avoir pour communiquer. Et du coup, ça donnait lieu à des séries de brand content, notamment pour l'Occitane en Provence, pour mettre en avant les agriculteurs accompagnés par l'Occitane en Provence, qui sont des fournisseurs de la marque, notamment. Je pense à des producteurs d'amandes ou de lavande qui se sont réinventés dans la manière de produire pour fournir un produit de qualité à la marque. Et donc, dans le brand content qu'on a produit, par exemple, on va sur le terrain, on découvre ces personnalités. Ce sont des agriculteurs comme d'autres agriculteurs qui ont fait un certain chemin, qui veulent montrer qu'on peut faire différemment. Et donc il y a de l'authenticité, il y a de l'émotion aussi. On voit des gens qui sont passionnés par leur métier. Et donc c'est pas parce qu'on fait du brand content qu'on fait de la publicité, j'allais dire. C'est vraiment la différence entre la publicité et le brand content. Le brand content, on a quand même une certaine marge de manœuvre. Et c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier, c'est que Réel Média, on a peut-être 90-95% de sujets éditoriaux. Le reste, c'est du brand content. Mais le brand content, on discute avec la marque. La marque est à l'écoute de nos recommandations aussi, parce qu'on connaît notre audience et notre média.
on travaille avec les agences, et ensemble, on arrive à faire des sujets qui sont regardés parfois des millions de fois, même en organique. Je pense à un brand content qu'on a fait pour le Conseil supérieur du notariat. On a filmé Maxence, qui est un employé d'une étude de notaire chez Maître Fortier et qui est trisomique, et qui nous explique son quotidien au cœur de l'étude. Et ce sujet est poignant. La vidéo a été vue plus de 10 millions de fois sur les réseaux sociaux en organique. Donc c'est quand on raconte des belles histoires, des histoires qui sont authentiques, on arrive à faire de l'audience, et parfois même faire de l'audience pour des marques alors que c'est du brand content. Mais on raconte pas des salades, on est dans l'authenticité. Et comment vous arrivez, c'est quoi votre méthode pour essayer de sortir vraiment l'authenticité des intervenants que vous avez choisis? Le casting. Moi, j'ai été à l'école M6 avec Ligne de Front. On a beaucoup produit pour M6. On produit toujours d'ailleurs pour M6 et pour d'autres chaînes. Mais pour M6, je me rappelle qu'à une époque, on était un des principaux producteurs d'une émission qui s'appelait 100% Mag, qui était en access prime time. On produisait peut-être 200 ou 250 sujets par an. Donc, il fallait une équipe de journalistes qui font du casting, qui lisent la presse, qui arrivent à trouver des personnages. Donc, le casting, mais encore une fois, on va chercher du casting authentique. Mais après, on s'attache à l'histoire, on s'attache au parcours de vie de ces gens qu'on va tourner. Et puis, on part tourner quand on peut montrer quelque chose à l'image, parce qu'on fait un métier d'image. Donc, on évite les interviews de fauteuil quand on est sur le terrain. Après, on a un format qui est en studio, qui est plus posé sur des témoignages forts, d'histoires, parfois de résilience. On a eu des très, très belles histoires. Mais quand on part sur le terrain, au bon moment, et puis on prépare notre tournage. On écrit le déroulé tel qu'on l'imagine après avoir passé un coup de téléphone, voire plusieurs coups de téléphone au personnage qu'on va tourner. C'est une petite trame. Alors, il y a les aléas du tournage, il y a toujours des imprévus, des choses différentes, mais on sait que quand on va tourner, il va se passer quelque chose. Voilà. Quand on va tourner, je sais pas, dans un garage automobile, on sait que ce jour-là, il y aura des clients pour quelque chose bien défini. C'est pas des gens à qui on a demandé de venir, mais c'est des gens qui ont prévu de venir faire réparer leur voiture. Voilà, on part pas la fleur au fusil, mais comme à la télévision d'ailleurs, quand on part à l'étranger pour des sujets d'investigation, on pré-enquête beaucoup, on discute beaucoup avec les personnages, on essaie de comprendre, on regarde, on cherche de l'information sur la situation, voilà. Et comment c'est organisé chez vous? Comment vous choisissez les histoires, même les formats? Ouais, alors pour les histoires, on a une équipe de journalistes, on a 2 rédacteurs en chef qui travaillent avec ces journalistes tous les jours en fait, donc c'est de l'échange permanent. Il y a des conférences de rédaction pendant lesquelles on échange, on parle des sujets qu'on a vus, on essaie de rebondir sur l'actualité aussi, alors pas forcément en hard news, mais en trouvant des sujets qui ont un écho dans l'actualité, mais en le traitant avec un personnage un peu plus au long cours. On ne fait pas que des vidéos d'1 minute sur Réel Média, on a des vidéos de 3, 4, 5, 7 minutes, on prend le temps de s'installer avec un personnage, de raconter l'histoire. Et puis on a lancé aussi un certain nombre de formats. Alors, les as du format sur les réseaux sociaux, c'est Combini évidemment, il y a une DA, c'est un petit programme. Alors c'est esthétique, c'est formaté. Nous, tout n'est pas formaté, loin de là. Par contre, on a un certain nombre de formats qui permettent soit de travailler la rétention sur les réseaux sociaux, parce que la rétention, c'est j'allais dire le maître mot. Donc, pour des tournages en studio, notamment, on travaille la rétention à travers des formats. Donc, l'interview est faite toujours de la même manière et le montage est fait toujours de la même manière. On a lancé d'autres formats qui permettent de traiter de sujets qui sont parfois complexes, mais de manière, pédagogique. On a un format c'est simple, c'est vrai-faux. On a posé une série de questions sur les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins on a posé ces questions à un amiral, juste vrai-faux. Il répond par vrai ou faux et il développe un petit peu. Et ça permet de survoler, j'allais dire, pour le coup, on ne rentre pas dans le cœur du sujet, mais ça permet de survoler, d'avoir une bonne vision et quelques réponses rapides. Voilà. Et puis, on a des formats qui répondent, par exemple, à la problématique des métiers. Comment on traite des métiers sur un réseau social? On a un format qui s'appelle « C'est une bonne situation, ça ». On l'a fait avec une femme pilote de ligne. Elle nous raconte une anecdote au début. Ensuite, on a le générique. Et puis, petit à petit, elle rentre sur la formation, sur l'argent qu'on peut gagner aussi. Donc, c'est sans tabou. Il faut que les personnes qui viennent chez nous acceptent d'en parler. Donc, voilà, on crée des formats plutôt pour répondre à des problématiques et pas créer du format pour créer du format. Ouais.
Et la durée des vidéos, tu en parlais tout à l'heure, Ouais. parce que ça a un vrai impact sur les plateformes, Ouais. etc. Ça, comment vous le gérez? Comment vous arrivez à équilibrer les choses? Alors, ça dépend des plateformes. Il y a des plateformes qui cherchent à avoir des sujets plus courts, short, donc soit on fait des déclinaisons, soit on découpe les sujets en plusieurs parties. Sur YouTube, c'est du short de 60 secondes, par exemple, pour tout ce qui est short. Après, il y a du format plus long. Donc, on adapte nos vidéos, en fait. Il y a des versions plus ou moins longues qui sont diffusées sur certains réseaux. Sur Facebook et Instagram, on a des vidéos entre 1 et 4-5 minutes, j'allais dire. D'accord. Et pour engager vos audiences, c'est quoi votre stratégie? Qu'est-ce que vous faites? Des sujets touchants qu'on a envie de partager, qu'on a envie de commenter, qu'on a envie de liker, parce que ces histoires sont inspirantes. Alors, ça marche pas à chaque fois, hein. Si on avait tous la science du sujet réussi, on serait les meilleurs sur les réseaux sociaux dans le monde entier. Mais il y a toujours justement cette surprise aussi du posting, les algorithmes, et puis parfois on peut être convaincu, mais comme pour la télévision, qu'un sujet va fonctionner parce qu'il est bien, mais ça fonctionne pas, voilà. Mais généralement, je dirais quand il y a une histoire forte, un casting réussi, ça prend. Ouais. Et c'est des choses que vous poussez sur toutes les plateformes? Comment est-ce que... Alors, nous, les principaux axes de diffusion sont Facebook, Instagram et TikTok. Et on a lancé YouTube récemment. Ouais. D'accord. Sur du format short? Alors, sur du format short et du format un peu plus long. D'accord. Ouais. Et j'avais une question sur l'IA, parce que l'IA est vraiment partout. Comment toi, tu vois l'avenir des contenus, de la com en général aussi? C'est avec l'émergence de ces nouveaux outils et de ces nouvelles technos, quoi. Je trouve que l'IA offre une révolution comme on n'en a pas vécu depuis quelques années. Ça va très rapidement. Nous, on l'utilise dans la data, notamment. On a un département data qui monitore les vidéos qu'on diffuse. On a des algos qui tournent. Enfin, voilà. Donc, on utilise l'IA pour ça. Un tout petit peu dans la création de la vidéo. Il y a certains outils qui commencent à être aboutis, mais d'autres qui ne le sont pas du tout encore. Je pense que l'IA nous apporte quand même une facilité. Parfois, ça permet de faire des tâches qui sont répétitives, rébarbatives et de manière rapide. Après, derrière l'IA, il faut qu'il y ait toujours une repasse humaine. Mais depuis très longtemps, par exemple, on utilise le sous-titrage, mais déjà depuis quelques années, hein, même avant réel, on utilisait une version de sous-titrage qui tournait avec de l'IA. Maintenant, on a un outil qui est IA plus humain, pour éviter les fautes d'orthographe. Mais voilà, l'IA nous permet de gagner du temps en fait, sur certaines phases de production. Voilà. Mais demain, je suis certain qu'on va pouvoir, j'ai assisté à des démonstrations, monter des vidéos presque de manière automatisée grâce à l'IA, ou en tout cas avec le support IA. Mais je crois que derrière l'IA, il y aura toujours un humain, surtout quand on fait du journalisme, pour traiter l'info, pour réécrire, pour vérifier, parce que il peut y avoir des biais ou des erreurs. Ok. C'est quoi les conseils là, que tu donnerais aux marques pour rester le plus authentique sur les réseaux sociaux, sur ce type de format? Je pense de faire confiance à l'équipe éditoriale qui a l'habitude de traiter de nombreux sujets, de nombreuses thématiques. Et il faut pouvoir accepter, quand on fait du brand content, de pas afficher trop son image. Et je pense qu'un brand content réussi, c'est un sujet qui se rapproche peut-être un peu d'un programme court à la télévision, si j'ose faire le parallèle. C'est pas du tout le même type de contenu, mais à la télévision, le programme court, on a un billboard avec un annonceur, mais dans le contenu du programme, on ne parle pas de l'annonceur. C'est interdit par la loi. Donc un bon brand content, on devrait parler assez peu de l'annonceur finalement, mais on peut en parler de manière habile, au bon moment. Il ne faut pas juste que ce soit clignotant tout au long du sujet. Ouais. Est-ce que là aujourd'hui, le brand content par rapport aux médias, c'est quoi la part de diffusion? Ouais. Aujourd'hui, c'est environ 4-5% de ce qu'on diffuse. Le brand content? Ouais, le brand content. D'accord. On travaille aussi hors brand content en marque blanche. Donc on fait du film corporate, plus institutionnel, pour des marques, mais cette fois-ci, on ne le diffuse pas sur notre écosystème. Ouais. Voilà. Mais on apporte la patte. Éditoriale et production. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, vous travaillez avec quel type de marque? Est-ce qu'il y a des marques avec lesquelles vous ne bossez pas du tout? Et comment vous les sélectionnez? Aujourd'hui, on travaille avec différents types de marques. Des fondations, on travaille pour la Fondation du patrimoine, pour la Fondation de France, pour Apprentis d'Auteuil.
On travaille pour des associations aussi, pour mettre en avant ou pour les aider à recruter à la fois des bénévoles ou des fonds. On travaille pour des grands groupes. Hein. On a travaillé pour AXA, on travaille pour, je disais tout à l'heure, pour l'Occitane en Provence. On travaille pour le Conseil supérieur du notariat. Donc ce sont des acteurs variés qui ont des problématiques de communication qui sont différentes pour mettre en avant des métiers, pour mettre en avant des actions. Enfin voilà. Et comment vous faites pour vous assurer que ces partenariats, en tout cas le travail avec ces marques-là, fonctionne bien avec votre ADN? Parce que déjà, on ne signe pas auprès d'une marque, et puis souvent on passe par des agences aussi. Hein, donc ça passe par agence média par les agences médias. Et com aussi. Ouais. Donc il y a des appels d'offres. On répond à des appels d'offres. Il y a des briefs. Donc on doit respecter et rentrer dans les clous du brief. Donc à nous de proposer les formats qui sont en corrélation avec notre ligne éditoriale, ce qu'on sait faire et ce qu'on peut proposer aux marques. Et puis quand on discute avec les marques ou les agents, généralement, c'est quand même bienveillant. L'idée, c'est de faire quelque chose qui marche, et pas de faire quelque chose qui va faire un four. Et je pense, par exemple, à une collaboration qu'on a eue avec les autoroutes Paris-Rhin-Rhône. L'idée, c'était de remettre en avant un podcast produit par les autoroutes Paris-Rhin-Rhône, des podcasts racontés par Denis Podalides. Et en fait, tous les panneaux marrons sur les autoroutes Paris-Rhin-Rhône, donc le long des autoroutes, on voit ces fameux panneaux marrons avec des lieux, des légendes, etc. Et Denis Podalides raconte, à travers une série de podcasts, certaines histoires qui se cachent derrière ces panneaux marrons. Et c'est un podcast qui est super bien produit, qui a été produit par les autoroutes Paris-Rhin-Rhône, donc je trouve que c'est un type de contenu qui est super premium. Et avec APRR, on a produit 2 vidéos pour mettre en avant ce podcast, donc on a raconté notamment l'histoire de Tom Morel, qui est un résistant du maquis des Glières. Et on explique qu'on peut retrouver cette version plus longue dans un podcast raconté par Denis Podalides. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter ces podcasts qui sont vraiment superbement réalisés. Et en termes d'indicateurs de performance, c'est quoi les KPI que vous regardez absolument et qui sont utiles aussi pour les marques pour montrer que la campagne était un succès? Alors, nous, on s'engage sur un certain nombre de vues. Ensuite, on a l'un des KPIs qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'engagement. On sait qu'on peut acheter des vues pour faire 2, 3, 5 millions de vues, hein, si on veut. Mais quel est l'intérêt si on n'a pas d'engagement derrière? Et la fierté qu'on a en 18 mois chez Réel Média, c'est qu'on a un taux d'engagement qui est l'un des plus puissants du marché aujourd'hui. Donc, on sait que quand nos vidéos sont vues, elles sont commentées, likées, partagées. Et ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on veut faire, c'est être un média qui a une efficacité, qui a un impact, qu'on fasse du brand content ou des sujets éditoriaux. Est-ce que tu as un exemple d'un projet ou d'une vidéo qui a eu vraiment un impact fou? Je sais que les vidéos, par exemple, les vidéos éditoriales, hein, tout à l'heure je parlais de Firouzé qui a levé 80 000 € en une semaine derrière, ça veut dire que c'est des internautes qui ont vu cette vidéo, qui ont réussi à donner de l'argent, enfin sortir de l'argent pour aider ce refuge pour animaux. Récemment, on a fait un sujet sur Maoudé, qui est une mère de famille qui vit dans un appartement au premier étage et qui a 2 filles handicapées et il n'y a pas d'ascenseur. Donc on a tourné la vie de cette famille et on comprend qu'elle doit porter ses filles au premier étage quand elle doit sortir, quand elle doit rentrer chez elle. C'est super lourd pour une maman, c'est compliqué d'avoir à gérer ça. Cette vidéo a été vue des millions et des millions de fois et récemment elle a reçu la visite d'Aya Nakamura. Donc, et puis il y a eu je l'ai vu, des centaines de milliers d'engagements sur cette vidéo. Donc forcément, on est content d'avoir un impact derrière j'espère sur la vie de cette femme qui trouvera un appartement qui sera plus adapté à ses besoins. Et selon toi, les médias, comment peuvent-ils être toujours aussi pertinents, mais aussi plus en phase avec ces publics? Alors, il y a deux... moi, je crois beaucoup à l'authenticité et pas oublier les gens, j'allais dire, ordinaires, c'est-à-dire les gens qu'on représente peut-être parfois un peu moins ou qu'on voit moins. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui se battent tous les jours pour faire bouger les lignes en matière d'environnement, d'écologie, etc.
Et je pense que l'authenticité, c'est vraiment le maître mot. Et je pense à deux choses là qui me viennent en tête. On a vu les candidatures à l'Arcom récemment, et deux projets ont été retenus. Je pense à celui de Ouest France et de CMI. C'est des projets qui ont beaucoup mis en avant le mot vrai, l'authenticité. Et Ouest France, les territoires, enfin voilà. Et d'ailleurs, il y a la presse qui reçoit un avis le plus favorable de la part du public, ça reste la presse quotidienne régionale. C'est un indice de confiance, parce que c'est une presse de proximité. Je pense qu'il y a une certaine authenticité. Mais je crois que les grandes chaînes, comme peuvent l'être M6, font déjà ce travail. M6, depuis des années, met en avant la vie des Français à travers des émissions formidables qui rassemblent des millions de personnes. Je pense à Zone Interdite, à 66 minutes, 100% Mag à l'époque. Encore une fois, il y avait une diversité de sujets, et toujours à hauteur de femmes et d'hommes, quoi. Ouais, avec une touche très positive. Oui, et puis M6, qui en son temps a réinventé aussi l'écriture télévisuelle, avec la voix off, la culture de la séquence aussi, être au plus proche des gens, caméra à l'épaule, en immersion. Et est-ce que tu vois des tendances en matière de production de ces contenus et même des formats ? Évidemment, il y a de plus en plus de marques qui créent aussi leurs propres médias sur les réseaux sociaux, qui créent leur propre contenu. Je dirais que la complexité, moi j'ai vécu une époque où il n'y avait pas encore tous ces... pourtant, je ne suis pas très vieux, mais une époque où on n'avait pas tous ces canaux de diffusion qui étaient les réseaux sociaux, et c'était un peu l'apogée du film institutionnel, du film corporate. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une convergence, beaucoup de marques qui basculent des budgets pour pouvoir communiquer sur leur propre réseau aussi. Et quand on fait un brand content chez Real Media, nous on cross-post généralement avec la marque, c'est pas occulte, la marque est quand même présente, le logo est là, et on cross-post sur les canaux. Donc ça crée du contenu, ça enrichit aussi les propres réseaux sociaux des marques. Et en termes de format, est-ce qu'il y a... Tu disais tout à l'heure que, par exemple, M6 en télé avait une façon de faire qui était différente des autres chaînes de télé. Est-ce que là, comme il y a quand même pas mal de nouveaux médias qui se lancent et qui utilisent justement les plateformes, est-ce que tu vois quelque chose en termes éditorial ? J'ai l'impression qu'on a souvent cru que le format court et super cut en montage était ce qu'il fallait faire pour les réseaux sociaux. Et je dirais que je ne suis pas certain que ça soit le cas partout et tout le temps. Pour deux raisons. C'est déjà, on le voit quand on a des contenus, des vieux contenus fabriqués pour la télévision, qui sont des contenus au temps long, qui sont fabriqués pour pouvoir retenir l'attention des gens. On a des contenus qui sont longs et qui sont postés sur des réseaux sociaux et qui font de l'engagement, qui font de la rétention. Et voire même, j'ai été surpris de voir, enfin surpris oui et non, c'est que des contenus comme ceux de Bataille et Fontaine, qui ont fait un revival d'abord sur les réseaux sociaux avant de revenir à l'antenne dans le groupe Canal, c'est des contenus qui étaient diffusés et qui faisaient plusieurs minutes, c'était pas des trucs super cut. Mais je me rappelle qu'à l'époque où on a lancé Néo, on se questionnait, certaines personnes nous avaient dit oui, il faut faire du cut et tout, puis finalement déjà avec Néo, on prenait le temps de raconter des choses, et avec Real Media, on continue là-dedans, et je crois beaucoup au format long, et à la force de certains réseaux comme YouTube qui promeuvent quand même, alors il y a du short d'un côté, mais aussi des versions longues, et on va consommer, on s'assoit devant son ordinateur ou devant son téléphone, et là on consomme un documentaire de plusieurs minutes. Voilà. Enfin, je rejoins totalement ce que tu dis, et je pense que les marques, elles ont besoin aussi de se poser et de raconter des choses sur du temps plus long pour se différencier. Mais... Je te coupe, pardon, mais je trouve aussi que pour faire passer un message en brand content, faire passer un message de manière très courte, j'ai du mal à comprendre. Tu n'as pas le temps vraiment de construire un sujet, tu n'as pas le temps de t'attacher aux personnages, aux gens. Nous, quand on est en brand content ou si on va tourner dans une société, les femmes et les hommes qui sont des salariés, qui sont aussi motivés pour travailler à la fois dans cette entreprise, pour faire bouger les lignes, il faut qu'on ait le temps de s'attacher à leur histoire, à leur parcours personnel, pourquoi elles sont là aujourd'hui, avant de faire passer un certain nombre de messages. Donc le format très court en brand content, en tout cas, c'est pas ce qu'on fait chez Real Media. La publicité, c'est court. Le brand content, je pense qu'on peut s'installer un petit peu plus et comprendre et prendre le temps de comprendre. C'est très clair. Est-ce que, je sais que vous êtes un média encore jeune, très jeune, etc. Ouais. Mais est-ce que là, tu vois déjà des opportunités de développement pour émerger ? Je pense à d'autres verticales, par exemple. Ouais. Est-ce que vous avez des projets de vous lancer à l'international, comme certains autres concurrents l'ont bien fait ? Ouais.
Donc l'international, c'est prématuré pour l'instant. C'est des choses qu'on a en tête, et notamment grâce à l'intelligence artificielle en matière de sous-titrage, de doublage, mais il faut avancer de manière très précautionneuse sur ces sujets-là. Donc ça, c'est pas pour tout de suite. Sur des verticales, oui, je dirais pas laquelle, mais on a une idée en tête. Et avant tout, c'est consolider le média. On a 1 million d'abonnés en 18 mois. Il faut que ces chiffres continuent d'augmenter, qu'on puisse produire plus, qu'on puisse être déjà à traiter tout ce qu'on a à faire en France, mais consolider d'abord réel. On a plein de projets à la fois en tech aussi, parce que c'est un média, mais c'est aussi une société tech, hein, parce qu'on fabrique des outils pour du monitoring, mais aussi pour du ciblage, pour plein de choses. Donc c'est plutôt des développements qui vont là-dessus avant d'aller à l'international. Tech, et puis une idée de verticale, mais je reviendrai pour te la donner. Avec plaisir. Et donc là, ça fait maintenant 2 ans. C'était quoi les grosses difficultés quand vous vous êtes lancé ? La grosse difficulté, on a fait une levée de fonds pour nous lancer. Donc, la première des difficultés, c'était de convaincre des investisseurs de nous accompagner sur une présentation, en fait, hein, alors qu'on n'avait pas encore un réseau, etc. Donc ça, c'était... mais bon, on a réussi à passer cette étape. Deuxième difficulté, c'était de trouver un premier annonceur pour nous accompagner avant même la diffusion. On a réussi à le faire finalement assez rapidement. Et puis après, la troisième difficulté, c'est se questionner, savoir si ce qu'on propose va permettre de gagner des abonnés rapidement, donc séduire l'audience, ou s'il va falloir changer le braquet, quoi. Donc, et ça, comment vous avez réussi à surmonter cette troisième... Sur la diffusion, on a testé au début, on a testé les sujets, on a fait des petits ajustements, et en fait, assez rapidement, l'audience a commencé à croître, et je dirais que aujourd'hui, plus on est gros, alors ça c'est pas forcément partout pareil, là on est dans une taille où c'est presque exponentiel. Vous êtes combien là ? On est une vingtaine, mais sur l'audience, y a certains réseaux, pour commencer à avoir 10 000 abonnés, c'est compliqué. Et puis aujourd'hui, forcément, on se dit, c'est vrai que ça a été compliqué, mais maintenant ça progresse assez vite en fait. Et quand on fait des vidéos qui sont vues des millions de fois, on arrive à croître assez rapidement finalement. Et puis, le point clé que j'ai oublié, qui est quand même un point clé, c'est l'équipe. Quand on constitue une société qui vient de nulle part, donc on a recruté très rapidement plein de gens qu'on ne connaissait pas, à qui on a fait confiance, qui nous ont fait confiance aussi. Certains, il y a des gens qui ont quitté leur boulot, même dans des chaînes de télé, pour nous rejoindre. Et donc, je pense à l'équipe, parce que si on fait des bons sujets aujourd'hui, que c'est carré, on fait de l'info, donc on donne de l'information. Hein, encore une fois, c'est super. On fait très attention à ce qu'on diffuse. C'est qu'on a une équipe qui s'en donne les moyens, qui est capable, qui va tourner, qui aime rencontrer les gens, et puis qui aime faire des sujets qui ont un impact. Et qu'est-ce qui te passionne le plus, là dans l'univers des médias et le fait d'être un patron de médias ? Là, j'allais dire que dans les réseaux sociaux, c'est un peu la liberté de pouvoir expérimenter à la fois des formats et des thématiques. Que c'est des temps qui sont quand même plus courts que ceux de la télévision. Hein. Là, quand on produit un documentaire de 52 ou 90 minutes, c'est plusieurs mois de travail. Donc entre le temps de l'enquête, le temps du tournage, du montage, parfois il y a plusieurs sessions de tournage, parfois à l'étranger. Donc il y a peut-être un peu plus de réactivité dans les réseaux sociaux. Et puis, alors à la télévision, on a médiamétrie, mais voilà, et puis c'est une diffusion il y a une diffusion, puis peut-être une rediffusion derrière. Là, sur les réseaux sociaux, on a aussi la sanction immédiate de l'audience, mais les sujets peuvent avoir une vie qui est plus longue. Et parfois, on voit d'ailleurs des sujets qui ont été postés il y a plusieurs mois, qui ressortent parce que les algorithmes ont décidé de les repropulser à une audience. Et ça, c'est assez passionnant. Et puis une équipe qui est plutôt jeune et travaille dans une bonne ambiance. Pour moi, l'équipe et l'atmosphère de travail est super importante. Super. Et est-ce que tu as là, dernièrement découvert un créateur de contenu qui t'a inspiré et tu t'es dit, ce format-là, on pourrait l'adapter à Réel Média ? Non, pas vraiment. Il y a beaucoup de créateurs de contenu et je me suis pas dit on va dupliquer ce qu'il a fait, c'est bien ou pas.
je suis plutôt dans une optique de me dire, et c'est aussi une envie de Réel Média, de pouvoir avoir son propre pool de créateurs de contenu et pouvoir représenter aussi des créateurs de contenu. On a reçu beaucoup de personnes aussi chez nous qui sont des créateurs de contenu et qui ont des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés, qui travaillent un peu dans leur coin. Et j'aimerais beaucoup, parce que ce sont des professionnels, ou ce sont des gens qui s'expriment bien, qui ont de l'empathie, et j'aimerais beaucoup pouvoir les intégrer dans certains projets, mais peut-être d'ailleurs faire des choses en cross-postage avec eux. Voilà. Super intéressant. Et ben on arrive vraiment à la fin de notre entretien. C'était super intéressant. Je souhaite poser des petites questions un petit peu personnelles, mais toujours autour des contenus. C'est quoi les contenus qui t'ont le plus inspiré dernièrement? Alors, ça peut être un livre, ça peut être une série, un film. J'ai beaucoup aimé la série Succession. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est vraiment l'univers des médias. Ouais, alors, à la fois l'univers des médias, et puis je trouve qu'il y a un jeu d'acteur qui est formidable, avec un scénario qui te tient en haleine, à savoir ce qui va se passer, et puis ces tournures d'esprit. Et côté livre, c'est un livre que j'aime beaucoup, c'est de Joseph Kessel, Les Mains du Miracle, parce que dans une période atroce, cet homme qui arrive à manipuler Himmler, c'est pour pouvoir libérer des Juifs, et par son talent, et puis cette écriture de Joseph Kessel. Donc voilà. Mais récemment, effectivement, c'est la série Succession qui m'a séduit, et je suis allé au bout, alors qu'il y a quand même plusieurs saisons, mais c'est super bien écrit. Ouais, et puis c'est super bien tourné. Et c'est quoi ta citation préférée dans l'univers de la com? Alors, ma citation préférée, c'est... je ne sais pas si c'est ma préférée, mais c'est une qui a du sens. C'est les deux choses importantes qui n'apparaissent pas au bas d'un bilan d'une entreprise, c'est sa réputation et ses hommes. Les hommes, les femmes qui sont derrière, qui font que l'entreprise tourne, que ça fonctionne, mais aussi que l'entreprise évolue. Et c'est grâce aux entreprises, d'ailleurs, qu'on peut faire bouger les lignes. Et donc, une citation d'Henry Ford. Citation d'Henry Ford. Et aujourd'hui, là, si on devait parler de ta vie pro et de Réel, mais pas que, c'est quoi le projet dont tu as été le plus fier? Mais je crois que je suis assez fier, en fait, d'avoir lancé Réel, parce que c'est un nouveau défi, c'est dans l'air du temps, on est indépendant, on a donné la chance à des jeunes journalistes aussi de pouvoir avoir leur premier CDI. Donc ça, je suis assez fier. Et puis avoir recruté 1 million d'abonnés en 18 mois, ça veut dire que c'est des gens qui nous suivent, qui nous font confiance, qui partagent les contenus. Donc ça, c'est aussi une fierté. Avant, dans la télévision, évidemment, on a produit plein de trucs. Mais là, on est vraiment parti d'une page blanche pour lancer un média. Donc ça, c'est ma fierté. Merci beaucoup. Et pour finir, je t'ai demandé de choisir une chanson qui représente ta personnalité du moment ou ton état d'esprit. Oui. Tu m'as dit Cassius. Ouais. Parce que je trouve que c'est une chanson I Love You. I Love You qu'on a redécouvert. Je crois que j'ai entendu dans la cérémonie d'ouverture des JO, qui était un moment incroyable qu'on a tous vécu. Et c'est une chanson qui donne la pêche, en tout cas en ce moment. Donc je l'ai écoutée pas mal pendant la période des JO et je continue de l'écouter. Écoute, merci beaucoup d'avoir autant partagé avec nous, et puis à très vite et beaucoup de succès pour merci Nicolas pour l'invitation. Merci beaucoup. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu. Merci de le partager autour de toi et de laisser une note de 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça nous aide énormément à avancer et à faire connaître le podcast. Si tu as des projets en stratégie éditoriale ou en production de contenu vidéo et audio, n'hésite pas à contacter mon agence Story4Brands. Au nom de toute l'équipe, on te dit à très bientôt pour un autre épisode.